Salut à tous, bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures, ça va décoller. Alors, je rappelle que je suis Djelika Essi Elisa Oulé, agent représentatif de VCA Group. Et aujourd'hui, cette session sera animée par mon collègue Amidou Diawara et moi-même ici présente. Donc, à la fin ou bien au milieu, en tout cas, il y aura des moments où vous pourrez poser des questions et nous ferons certaines pauses pour pouvoir répondre à vos questions par la même occasion. Donc, comme je disais, on va patienter 5 minutes, histoire de voir ensuite on va débuter pour le bon. Merci. Alors, c'est bon, nous pouvons commencer. Du coup, je me représente. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais, je suis Elisa Oulé, agent représentatif de VCA Group. Et aujourd'hui, cette session, enfin, ce webinaire sera animé par mon collègue Amidou Diawara ainsi que moi-même. Et le thème d'aujourd'hui sera comment maintenir votre statut d'étudiant, les stratégies pour une intégration réussie. Alors, sans plus tarder, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, le statut d'étudiant international, la définition, les autorités régulateurs. Un instant, s'il vous plaît. Alors, mon collègue Amidou Diawara va prendre déjà la parole pour commencer une brève présentation un peu du thème. Ensuite, moi-même, je vais poursuivre. Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez? Miss Elisa, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Excusez-moi, vous pouvez refaire le partage d'écran à votre niveau? Justement, à mon niveau, je n'y arrive plus. On me dit que vous avez enlevé la main. Donc, un instant, excusez-moi. Donc, excusez-nous le temps qu'on repartage le document. Je pense que c'est bon. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, j'aperçois le document. Peut-être si vous pouvez le mettre en plein écran, juste en bas, là où il y a la souris, vous le mettez en... Euh, C'est bon? Oui, super. Est-ce que vous pouvez mettre le partage en plein écran, juste C'est tout au déjà bas? fait? Ok, donc repartager l'écran alors. Donc, ok, donc rebonjour à tous. Comme l'a dit Miss Elisa tout à l'heure, donc, moi je m'appelle Amidou Diawara, je suis agent donc
agent donc en relation avec CA Group. Donc, le but de cet entretien, ce meeting-là sera donc de vous donner des informations, le maximum d'informations, en tout cas en ce qui concerne les procédures d'études à l'étranger. Et comme elle a précisé tout à l'heure, le thème du webinaire, c'est comment maintenir votre statut d'étudiant, c'est-à-dire votre statut d'étudiant international. Donc, on verra ensemble donc, des stratégies pour une intégration réussie. D'abord, on va d'abord définir c'est quoi le statut d'étudiant international. Donc, lorsque vous allez dans un pays, lorsque vous allez à l'international, donc un pays qui n'est pas le vôtre, il y a des lois à respecter donc pour maintenir votre statut. C'est-à-dire, lorsque vous y allez en tant qu'étudiant, vous avez un visa étudiant. Bon, excusez-nous, il y a des candidats qui disent ne pas entendre. Le temps de laisser un message dans le chat pour leur permettre de pouvoir se connecter au son. Excusez-nous, hein. Le temps d'aider ceux qui disent ne pas entendre. Une seconde. Ok. Un instant, excusez-moi un instant que je puisse mettre le message au niveau de la barre de discussion. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on disait, on revenait sur la définition donc, du statut d'étudiant international. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque vous allez dans ces pays-là pour étudier, vous n'êtes pas dans votre pays, donc il y a un statut à maintenir. C'est-à-dire, lorsque vous avez un visa étudiant, il va falloir donc faire le nécessaire pour vous permettre donc de pouvoir vivre légalement, donc circuler légalement, voilà, faire vos occupations légalement au niveau donc, excusez-moi. Euh, Miss Elisa, Oui. pour le plein écran, chez vous aussi, il y a le plein écran. À notre niveau, il n'y a pas le plein écran. Peut-être repartager l'écran au niveau, annuler le partage et repartager au niveau de ce que vous avez mis en plein écran. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Oui, super. Mais est-ce que vous pouvez partir à la page du début? Ouais, ok, c'est bon, c'est là, c'est la bonne page. Voilà, donc je disais, lorsque vous avez donc un visa, ça veut dire que vous avez l'autorisation de circuler librement, voilà, d'être légal dans le territoire. Donc, ça veut dire que c'est un statut qu'il va falloir maintenir. Donc, ça veut dire que si vous perdez ce statut-là, Monsieur Diawara, on vous entend plus. est-ce que ça va? Oui, là, c'est mieux. Ok, je disais donc qu'il va falloir faire ce qu'il y a de nécessaire pour vous permettre donc de pouvoir maintenir ce statut-là et c'est ce qu'on va voir ensemble donc en évoquant donc certaines stratégies. Et ça, c'était pour la définition. Maintenant, qui est chargé de veiller à ça, à ce que les étudiants puissent maintenir leur statut d'étudiant international ou perdre le statut? Ce sont donc les services d'immigration, donc que ce soit aux États-Unis, etc., tout ça. Donc, et également, ça peut être aussi une collaboration avec les universités aussi, parce que lorsque vous êtes inscrit dans une université, il va falloir vous rendre au niveau des universités au risque donc de perdre votre statut d'étudiant international. Donc, c'est tout ce qu'on va voir donc, tout à l'heure. Donc, Miss Elisa, vous pouvez passer au slide suivant, le temps qu'on puisse Super. poursuivre. Un instant. Alors, c'est bon, monsieur Amidou, je peux prendre la parole. Exact. Alors, comprendre l'importance déjà du statut d'étudiant.
c'est comme ce que Monsieur Abidou a dit, en fait, c'est de pouvoir quand même être conforme à certaines attitudes, à certaines règles et à respecter, voilà, on va dire, certaines réglementations pour pouvoir vraiment, durant toute la validité de votre visa étudiant, pouvoir maintenir vos statuts étudiants, c'est-à-dire pouvoir partir à l'école normalement et pouvoir bénéficier également de certains avantages, à savoir peut-être tout ce qui est stage et voilà, milieu professionnel. Alors, sans plus tarder, déjà, il faudrait savoir en fait que s'adapter déjà dans ce nouveau contexte-là, c'est-à-dire avoir l'attitude conforme, ça commence déjà par une intégration universitaire. Et par intégration universitaire, on entend un processus global incluant l'adaptation sociale, académique et culturelle. Ça veut dire que lorsque vous avez un statut étudiant et que vous êtes tout nouveau, vous entrez dans un pays étranger que vous ne connaissez pas forcément, vous êtes censé au moins avoir une capacité d'adaptation à déjà comment dire, vous intégrer dans la masse. Vous devez apprendre à pouvoir partager, à pouvoir être ouvert, pour pouvoir faire des connaissances. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'adaptation sociale parce que vous êtes nouveau, vous n'êtes pas forcément, vous ne connaissez pas forcément peut-être toutes les règles, comment ça fonctionne. Donc, vous devez avoir cette capacité à être ouvert dans l'optique de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de pouvoir vraiment vous intégrer, en fait, de ne pas être mis à l'écart. Parce qu'être nouveau dans un pays, être mis à l'écart, il n'y a rien de pire. Et comme ça passe par l'adaptation sociale, académique et culturelle. Académique dans le sens où vous êtes parti pour un but bien précis, c'est-à-dire pour pouvoir poursuivre vos études, que ce soit le niveau licence ou bien le niveau master. Alors, vous devez faire de votre mieux pour que, académiquement parlant, vous soyez au top, c'est-à-dire qu'on ne vous fasse pas les reproches, que vous ne subissez pas de reproches venant de vos professeurs, bien venant peut-être des directeurs ou même voilà, du personnel de l'école. Que voilà, les notes soient au rendez-vous ainsi que les moyens l'attitude également et culturel, voilà, vous êtes nouveau, vous venez peut-être de d'autres continents, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Voilà, c'est des cultures complètement différentes. Alors, lorsque vous abandonnez votre propre culture pour vous fondre à la masse, c'est-à-dire pour rejoindre de nouvelles cultures, vous devez être ouvert, donc vous adapter. C'est pas parce que telle personne croit en ça et vous, dans votre croyance, vous ne croyez pas en ça que voilà, vous serez fermé d'esprit. Pour vraiment avoir cette capacité à pouvoir vous dire que je suis nouveau, je suis nouvelle, mais j'essaie de faire de mon mieux pour m'adapter le plus possible, pour vraiment être intégré et pour ne pas être mis de côté. Alors, ça passe également par un bon statut d'étudiant. Ça permet un accès fluide aux ressources universitaires et aux opportunités d'apprentissage. Alors, quand on parle déjà de ressources universitaires, on parle de tout ce qui vous permettra d'avoir une documentation. Parce que lorsque vous êtes un bon étudiant, c'est-à-dire que vous ne posez pas forcément de problème au niveau de l'université ou au niveau des professeurs, de vos camarades et tout. Voilà, vous avez accès à la bibliothèque pour vous documenter, peut-être au cybercafé. Il y a énormément de choses qui pourraient vous aider déjà dans ce domaine à vous documenter au maximum. Et bien évidemment, les opportunités d'apprentissage. Donc, car ça, on parle forcément peut-être des stages, de l'insertion dans les milieux professionnels, parce que lorsque vous êtes bien, vous vous comportez bien, s'il y a des opportunités de stage, voilà, vous pouvez être l'élève recommandé. Les professeurs ou même le personnel ou même peut-être des amis à vous pourraient voilà, vous proposer, vous mettre à la une parce que vous avez, on va dire, le bon comportement, la conformité adéquate dans ce genre d'environnement. Donc, tout ça, c'est des opportunités d'apprentissage. Ça vous aide au niveau académique, niveau professionnel, niveau social également. Et voilà, c'est également une intégration réussie. Ça contribue à un environnement d'apprentissage positif et à des interactions enrichissantes. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous vous adaptez, lorsque vous immergez dans un nouvel environnement, c'est différent. Mais ce n'est pas parce que c'est différent que forcément vous devez vous mettre de côté parce que c'est un peu difficile ou bien voilà, vous ne comprenez pas forcément les choses. Alors déjà, une fois que vous êtes bien, on va dire, imprégné dans la culture, ça favorise les relations. Ça veut dire que vous êtes apprécié par tout un chacun. Vous ne faites pas forcément des embrouilles. Vous êtes discipliné. Voilà, vous êtes conforme vraiment aux règles de l'université que l'université aura prescrit. Tout ça, en fait, déjà, c'est bien pour vous
Parce que l'environnement d'apprentissage positif, ça veut dire que si vous avez des soucis peut-être dans le niveau scolaire, mais voilà, on sait que vous êtes quand même, vous avez le bon statut, vous êtes quelqu'un enfin, un étudiant respectable et respectueux. Voilà, si vous avez des soucis, vous pouvez avoir de l'aide venant de n'importe qui et des interactions enrichissantes aussi. Ça rejoint le fait où si vous êtes socialement parlant, vous êtes bien, vous êtes très ouvert, vous essayez vraiment de vous imprégner de la culture de tout un chacun, de pouvoir, voilà, essayer de globaliser tout ça et voilà, aller dans une bonne direction. Tout ça, ça va vous aider en fait durant toute la durée de votre séjour à l'étranger. Donc, c'est dans ce sens-là. Et alors ici également, vous avez le point naviguer dans les règlements universitaires. Alors, comme vous le voyez, la connaissance des règlements universitaires, c'est une conformité adéquate. Ça veut dire que lorsque vous partez nouvellement enfin, même ici en Afrique, lorsque vous rejoignez une université, il y a un règlement intérieur, il y a certaines pratiques à adopter, il y a certains comportements à éviter. Sinon, vous serez peut-être passible de renvoi ou de sanctions. Alors, c'est la même chose également lorsque vous décidez de partir à l'étranger. Dans tout pays, dans toute communauté, dans toute université, il y a forcément des règles, il y a des lois, il y a forcément quelque chose à respecter. Donc, vous, en fait, vous devez être conforme à ça, c'est-à-dire ne pas avoir de divergence dans votre comportement, dans votre mentalité, dans votre manière de faire. Et également, ça rejoint aussi le niveau académique, c'est-à-dire, voilà, si l'école exige au moins d'avoir, on va dire, 13 ou 14 de moyenne pour pouvoir passer à un niveau supérieur, vous êtes obligé de vous conformer à cette règle parce que c'est le gouvernement, c'est le règlement de l'école. Donc, vous devez être capable d'avoir la bonne attitude pour ne pas, voilà, on va dire, perdre votre statut de bon étudiant. Parce que c'est la première chose qui enfin, qui vous a amené dans le pays étranger. Donc, vous êtes censé ne pas vous attirer de problèmes, ne pas vous attirer d'embrouilles et également ne pas réduire la validité de votre visa. Donc, si vous êtes là pour un temps bien délimité, assurez-vous de tout faire dans les règles, dans les normes pour que, voilà, la validité de votre visa aille jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut vraiment prendre en compte les règlements universitaires, peu importe l'université dans laquelle vous partez. C'est très important. Exactement. Excusez-moi pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit. C'est un point très intéressant. Étant donné qu'on aborde donc un sujet qui parle voilà, de votre statut d'étudiant, donc bon, pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce que c'est qu'un statut d'étudiant, bon, disons que si vous allez au Canada ou aux États-Unis, vous avez un visa. Donc, vous avez un visa étudiant. Donc, ça veut dire que la raison qui vous a amené aux États-Unis ou au Canada, ce sont les études. Ce qui veut dire que si vous êtes encore aux États-Unis ou au Canada, c'est que vous avez encore donc des années d'études ou bien voilà des semestres devant vous et votre visa n'a pas encore expiré. Ce qui veut dire que au niveau de l'établissement également, il faudrait s'arranger à maintenir votre statut d'étudiant. Parce qu'avant d'abord de pouvoir donc que l'ambassade d'abord puisse intervenir, il va falloir d'abord que vous, à votre niveau également, vous puissiez au niveau de l'école être quelqu'un de régulier. Parce que si vous avez une admission pour une école X, ça veut dire que lorsque vous y arrivez, vous devez vous présenter au niveau de l'école, suivre les cours normalement, donc ne pas rater les cours, etc. Vous avez des dettes de crédit, voilà, l'école s'aperçoit que vous n'êtes jamais présent en salle de cours, etc. Peut-être vous êtes adonné à autre activité au niveau du Canada ou au niveau des États-Unis. Donc, ça veut dire que l'école va automatiquement alerter le service d'immigration en faisant savoir que, voilà, X était censé, voilà, suivre 2 semestres au niveau de notre établissement, mais nous avons constaté que depuis telle date, donc, Monsieur X n'est plus voilà, n'assiste plus au cours, etc., etc. Donc, ça ne fera que contribuer donc à la perte de votre statut d'étudiant. Donc, une fois que le service d'immigration est au courant, donc ils vont, avec les moyens qu'ils ont, faire le nécessaire afin voilà, de faire les recherches en ce qui vous concerne. Donc, c'est un service auquel on ne peut pas échapper. Donc, soyez-en sûrs déjà. Ils vont faire des recherches par rapport à vous, donc ce que vous faites actuellement et pourquoi voilà, vous ne vous rendez pas au cours. Donc, qui était censé être le motif de votre arrivée dans le pays en question. Donc après ça, s'il s'avère que voilà, vous n'avez pas de raisons valables, peut-être vous êtes allé travailler à temps plein parce que voilà,
on va pas dire que c'est interdit de travailler pour les étudiants internationaux, c'est permis de travailler, mais à des temps bien déterminés parce que le maximum de votre temps doit être consacré, n'est-ce pas, aux études. Ce qui veut dire que si on constate que voilà, vous êtes adonné à une autre activité, vous travaillez à temps plein, donc ce qui n'est pas légal pour vous parce que vous avez un statut d'étudiant. Donc voilà, ça peut contribuer, n'est-ce pas, à ce que l'ambassade puisse entamer des démarches pour que vous puissiez retourner dans votre pays. Donc, ce qui veut dire qu'au final, tout ce que vous avez fait donc, en amont, c'est-à-dire les démarches que vous avez fait depuis votre pays, etc., les dépenses que vous avez effectuées, donc tout ça, et ou bien peut-être un rêve que vous aviez au début, c'est-à-dire faire vos études dans un pays à l'étranger, donc tout va s'écrouler simplement parce que vous allez revenir à la case départ. Raison pour laquelle c'est très important donc de pouvoir à votre niveau donc avoir une connaissance des règlements universitaires et ça vous permettra, n'est-ce pas, comme elle a dit, d'avoir donc une conformité donc adéquate. Oui, Miss Elisa, vous pouvez passer au second slide. Merci beaucoup, Monsieur Diawara. Alors également, il y a l'aspect maîtriser la gestion du temps. Alors cet aspect, ça passe déjà par deux points essentiels, c'est-à-dire l'équilibre entre les études, le travail et la vie personnelle. Alors vous devez savoir que à l'étranger, c'est vraiment différent en fait des réalités que l'on vit ici en Afrique. Ici, généralement, lorsque nous partons au boulot ou bien à l'école, on se plaint parce qu'on est fatigué, parce que voilà, c'est dur, on n'arrive pas vraiment à faire le plein. Alors que là-bas, en fait, vous n'avez vraiment pas le temps. C'est-à-dire que vous partez avec votre statut d'étudiant, mais la plupart du temps, à 80%, enfin, la quasi-totalité des personnes qui partent à l'étranger cherchent déjà à avoir un stage ou bien un job étudiant pour pouvoir financer certains aspects, c'est-à-dire même si cet argent ne va pas les servir à payer la scolarité, mais au moins ça pourra les aider pour leurs dépenses personnelles, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture, transport, voilà, les vêtements, peut-être les loisirs, voilà. Donc, cet argent de côté va servir en fait. Donc, quand vous devez savoir que vous devez partir en cours, peut-être on va dire dans la journée, lorsque vous descendez des cours, vous devez aller faire votre job étudiant. Et à côté de ça, vous avez votre vie personnelle. Vous devez pouvoir vraiment tout gérer pour ne pas tomber dans les aspects comme tout ce qui est fatigue, tout ce qui est dépression, parce que vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas vraiment à trouver de l'énergie pour faire telle ou telle chose. Parce que si vous ne gérez pas bien votre temps dans cet aspect, vous risquez vraiment on va dire, de sombrer en dépression parce que vous êtes seul, vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos proches à côté de vous pour vous guider ou pour vous donner des tips. Donc, il faut vraiment pouvoir trouver cet équilibre entre études, travail et vie personnelle. C'est-à-dire qu'au moment d'étudier, vous devez vous concentrer que sur ça. À l'école, ne vous dites pas que je peux surfer sur mon téléphone pour penser à telle chose ou telle chose parce que vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes ailleurs. Donc, il faut vraiment pouvoir avoir des objectifs, en fait, très clairs, on va dire, pour ne pas sombrer dans d'autres choses ou bien ne pas divaguer. Donc, également, quand vous êtes au travail, ne prenez pas ce temps-là pour peut-être réviser un cours vite fait que vous n'avez pas compris ou bien de réviser pour un examen que vous préparez. Ça ne servira à rien parce que vous allez simplement vous perturber, vous mélanger après, vous allez vous sentir mal, vous aurez des maux de tête, vous serez fatigué, vous allez vous dire que vous n'arrivez pas du tout à gérer. Et concernant aussi la vie professionnelle, voilà, il y a certaines personnes qui pratiquent énormément le sport, bien voilà, qui ont d'autres activités de détente. Donc, il faudrait que vous puissiez trouver du temps pour tout ça. Tout en sachant que le temps passe vite, on va dire le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut vraiment pouvoir savoir à quelle période ou bien à quel moment pouvoir faire telle ou telle activité. C'est-à-dire que dans votre journée ou bien dans votre semaine, vous devez savoir bien calculer ce que vous devez faire à cet instant, ce que vous devez faire à tel autre instant. Donc, ça, c'est très important. Et ça rejoint également identifier les priorités et établir des objectifs réalistes. Alors déjà, là-bas, votre priorité, c'est moins de pouvoir avoir le maximum de connaissances parce que c'est pour ça que vous êtes parti. Vous êtes parti avec un statut d'étudiant. Donc, le minimum, c'est de pouvoir avoir les meilleures connaissances, avoir des connaissances enrichissantes. Voilà, on va dire un bon bagage, en fait, qui vous permettra de bien décoller dans votre carrière professionnelle. Donc, vous devez identifier les priorités. Vos priorités ne sont pas d'aller en boîte de nuit ou bien voilà, en tout cas, de suivre certaines personnes peut-être qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que vous. Vous avez un objectif clair des principes pour lesquels vous êtes venu. Donc, essayez vraiment c'est très important de tout faire pour pouvoir gérer ça sans pour autant divaguer parce que énormément de personnes d'étrangers
lorsqu'ils arrivent sur place, ils se perdent en fait. Ils se perdent parce que ils sont submergés par tout ce qu'ils voient et par le mode de vie d'énormément de Canadiens ou en tout cas de personnes qui vivent au Canada ou voilà, en France, aux États-Unis depuis bien longtemps. Donc, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils se perdent un peu, ils s'embrouillent parce qu'ils savent plus trop, on va dire, ils oublient un peu ce pourquoi ils sont là. Donc, il faut être très réaliste en fait dans vos objectifs et beaucoup identifier les priorités. Parce que comme je dis, votre priorité d'abord, c'est vos études, c'est de finir votre cursus scolaire. Et puis après, voilà, avoir également une porte pour votre avenir professionnel, si vous avez la possibilité, en fait, dans ce cas-là également. Exactement. Donc, juste voilà, pour revenir sur cet aspect-là, donc, maîtriser la gestion du temps. Donc, ça revenait un peu à ce que, voilà, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, donc c'est très important. Donc, ça revient, la maîtrise, la gestion du temps. Donc, comme je l'ai signalé tout à l'heure, merci déjà, Elisa, d'avoir évoqué cet aspect. Donc, les étudiants internationaux donc, ont la possibilité de travailler. OK? Donc, vous avez la possibilité de travailler lorsque vous arrivez dans ces pays-là. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que euh, l'autorisation de travail, déjà, ça dépend des pays. Donc, en plus, généralement, on ne peut pas faire tous les boulots donc, aux USA ou au Canada. Donc, ça veut dire, en tant qu'étudiant international, étant donné que vous ne pouvez pas travailler à plein temps, votre visa est un visa étudiant, ça veut dire que la priorité, ce sont les études. Vous allez pouvoir travailler, mais dans le domaine bien précis. Et ces domaines-là, voilà, sont déjà ciblés par le service d'immigration. Donc, le service d'immigration établit des règles en disant que voilà, de A à X, voilà, ce sont les types de boulots que les étudiants internationaux peuvent effectuer lorsqu'ils arrivent au niveau de notre pays. Mais après cela, donc les autres types de boulots, ce sont des boulots auxquels ils ne peuvent pas avoir accès. Maintenant, aussi, peut-être préciser que c'est voilà, en rapport avec la filière d'études aussi, donc la filière que vous étudiez. Donc voilà, vous pouvez avoir des ouvertures en ce qui concerne certains types de métiers. Donc ça dépend vraiment. On ne peut pas vous dire le type de travail que vous allez avoir concrètement, voilà, parce que déjà vous êtes très limité à cause du statut que vous avez, c'est-à-dire le statut d'étudiant international, bien qu'il peut y avoir certaines ouvertures, mais après encore, ça dépend du pays dans lequel vous êtes parti étudier et voilà, et comment les services d'immigration, comment les lois donc régissent voilà, l'aspect en ce qui concerne le travail voilà, pour les étudiants internationaux. Maintenant, une fois que vous serez là-bas, ce qu'il va falloir faire, en plus des informations qu'on vous donne, c'est seulement vous rendre au niveau donc, voilà, de ceux qui sont en charge des étudiants internationaux dans votre école. Donc, il y a des agents qui sont spécialement donc, délégués pour ça au niveau des établissements. Vous pourrez vous renseigner avec eux afin qu'ils puissent vous donner donc les indications correctes pour vous aider donc à trouver donc le boulot qui va cadrer avec ce que vous faites et voilà, le boulot qui ne risque pas de vous apporter des ennuis et voilà, et vous faire perdre donc votre statut d'étudiants international. Donc, eux, ils vont vous encadrer pour que vous puissiez donc être dans les règles, même en ce qui concerne l'autorisation de travail qui vous a été donnée donc, par les services d'immigration. Voilà, bien vrai qu'il est possible de travailler, mais aussi, il ne faudrait pas travailler dans tout parce que vous n'avez pas la possibilité de tout faire. Donc, il faudrait déjà savoir, ça revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les règlements universitaires, mais là, c'est pas seulement les règlements universitaires, disons qu'il faut avoir une connaissance des règles, des règlements donc c'est Lisa, vous pouvez passer au second slide. Ok. Également, nous avons l'aspect maximiser l'engagement académique. Alors, ça passe déjà par trois différents points. Déjà, le premier point, c'est une participation active au cours. Alors, ça veut dire en fait que lorsque vous allez à l'étranger, comme vous le savez, le but précis, vous partez avec un statut d'étudiant. Donc, enfin, l'objectif principal, c'est de pouvoir acquérir les connaissances donc, vous comportez comme un bon étudiant qui respecte les cours, qui est attentif aux cours et voilà, qui est très régulier aux cours.
Donc, lorsque vous participez activement au cours, ça signifie poser des questions, ne pas tout le temps être sur le téléphone, voilà, vraiment échanger avec les professeurs, peut-être les débats, les exposer, vraiment être très présent. Donc ça déjà, ça vous ouvre une ouverture parce qu'un professeur ou bien un personnel d'établissement ou bien d'université qui entend ou bien se rend compte que voilà, vous êtes un étudiant qui est très actif, très participatif durant les heures de cours, durant les présentations, les exposés, voilà, en tout cas tout ce qui se rattache à l'aspect académique, ça pourrait déjà vous donner énormément de potentiel et énormément d'ouverture sur le monde professionnel. Parce que lorsqu'il s'agira, par exemple, de pouvoir représenter ou bien d'avoir déjà un représentant pour le concours, parce que l'université, comment dire, participer à un concours, vous pourrez déjà peut-être être choisi, mais on pourrait vous désigner parce que voilà, vous avez fait bonne impression. Lorsque vous participez au cours également, ça motive le professeur et vous pourrez avoir, on va dire, certains privilèges. Ça veut dire que s'il y a peut-être certaines matières que vous ne comprenez pas forcément ou dans lesquelles vous n'excellez pas, voilà, juste parce que le professeur vous a remarqué très assidu, très attentif, très participatif durant ses cours, il pourrait vous aider, il pourrait vous donner un coup de main, même si ça ne vient pas peut-être de lui, mais au moins vous mettre en relation avec son collègue professeur qui excelle dans la matière dans laquelle vous avez des soucis. Et voilà, ça déjà, ça peut être un avantage académique pour vous. Et également dans l'aspect, comme je disais, professionnel, si il y a des opportunités de stage ou voilà, on recherche quelqu'un avec un profil qui se rapproche un peu au vôtre, ça pourrait également être une expérience pour vous. Donc, la participation active au cours, en fait, c'est vraiment très bien parce que ça vous aide. L'université s'en rend compte, les professeurs s'en rendent compte et voilà, ça peut vous avoir énormément d'aspects positifs pour vous. Donc, vous avez également le second Exactement. point. Excusez-moi, sans pour autant vous interrompre, excusez-moi. C'est un point très important, donc une participation active au cours. Donc, au-delà de ce qu'elle a évoqué également, vous pouvez avoir donc des avantages. Donc, un avantage peut-être qu'elle a voilà, oublié, c'est peut-être la possibilité de vous avoir des bourses en fonction donc, de vos performances académiques. Donc, effectivement, lorsque vous êtes assidu donc, au cours et que vous êtes donc une personne active, évidemment, cela va vous permettre donc d'améliorer donc vos performances académiques. Donc là, vous allez à votre niveau maximiser ce qu'il y a dans ce qui est demandé. Donc, vous allez remplir donc les conditions demandées au niveau des universités donc pour pouvoir donc récompenser ces étudiants-là qui font preuve donc de voilà d'assiduité ou bien voilà voilà des étudiants qu'on peut qualifier de performants. Donc, en gros, ce n'est pas seulement pour disons que ce n'est pas seulement pour, voilà, pour vous faire remarquer de certains professeurs, voilà, mais aussi à votre niveau, ça peut jouer parce que ça peut vous aider donc à bénéficier de certains avantages. Et ça passe par plusieurs aspects. Donc, Miss Elisa, je vais peut-être clôturer ce slide-là. Après, nous allons passer aux questions parce que je remarque qu'il y a beaucoup de questions voilà, dans le chat. D'accord, pas de souci. Voilà, Donc, donc la partie. vous avez Allez-y. également travailler en groupe. C'est très important parce que voilà, ça vous aide déjà, on va dire, académiquement parlant, lorsque vous faites, enfin, vous êtes très participatif, très intégré dans les travaux en groupe. Déjà, vous rentrez dans l'aspect sociabilité. Donc, vous ne serez pas forcément exclu. En plus, voilà, ça vous permettra de renforcer peut-être des matières où vous avez des lacunes. Et tout ça, voilà, ça rentre dans l'engagement académique parce que, voilà, si un ou des élèves sont meilleurs que vous dans telle ou telle matière, le fait de travailler en groupe avec ces personnes-là, déjà, vous, ça vous aide. En plus, voilà, ça crée également l'aspect social dont on parlait parce que c'est très important lorsque vous êtes nouveau dans un pays, dans un environnement très important d'être très sociable pour voilà, ne pas forcément être mis de côté et voilà, facilement se faire du mal parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Pour cet aspect également, c'est très important de pouvoir travailler en groupe. Ça vous ouvre énormément d'avantages, comme je disais, renforcer vos lacunes, l'aspect social aussi, ça vous aide. Et on a également le dernier point, participer aux activités sur le campus, telles que les clubs et les événements. Alors voilà, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose, ce sont des activités
auquel les universités à l'étranger tiennent énormément parce que ça renforce en fait la consolidation entre les élèves. Ça renforce également l'engagement entre l'étudiant et l'université. Ça montre à quel point vous pouvez être dévoué. Voilà votre intérêt aussi pour l'université et tout ça, ça vous fait marquer des points parce que ça rentre dans ce qu'on appelle voilà, le statut d'un bon étudiant. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir des chances, maximiser vos chances et voilà, avoir énormément d'opportunités. Parce qu'un élève qui est très engagé sur son campus, c'est un élève qui est facilement recommandable. Un élève qui participe à énormément d'activités dans les clubs aussi, c'est un étudiant qui est facilement recommandable, que ce soit pour un aspect académique, que ce soit pour un aspect professionnel, voilà. Ça vous donne énormément d'opportunités. Donc, c'était ça pour la question de la maximisation concernant l'engagement académique. Alors maintenant, je OK. vais prendre un peu les questions. Euh, Peut-être il faudrait essayer de remonter dès le début, mais bon, je vais essayer de remonter dès le début pour voir donc les premières questions et on va essayer d'avancer. ok. Donc, pour la procédure de visa, comment faire, comment procéder? Donc, c'est assez simple. Avant donc de pouvoir entamer une procédure de visa, il faudrait d'abord que vous fassiez donc des démarches en ce qui concerne donc les études à l'étranger. Donc, il faudrait déjà avoir une admission universitaire. Donc, pour tout voyage, il faut un motif. Si vous allez donc visiter de la famille, il faudrait une invitation. Si vous allez pour étudier, il faudrait le motif qui est la lettre d'acceptation universitaire. Donc, c'est ça d'abord la première étape, vous avoir une admission dans une université en fonction de la filière que vous voulez faire, etc. Après, cette lettre-là vous permettra de faire la demande de visa étant donné que vous avez déjà un motif donc de demande de visa. Maintenant, pour ça, VCA Group peut vous assister. Donc, le travail de VCA Group donc, consiste à aider les étudiants qui veulent étudier à l'étranger, donc les aider dans les démarches en ce qui concerne la recherche d'université, voilà, la phase également d'accompagnement pour le visa. Donc, on se charge de tout ça. On accompagne les étudiants pour chercher des universités. Voilà. Pour le moment, donc, les partenaires que nous avons, c'est au niveau des États-Unis, du Canada, de la France, de la Turquie et également de l'Inde. Donc, au niveau de ces pays-là, on a des partenariats. On a plus de 1500 partenaires. Voilà, donc, pour ça, il faudra simplement contacter VCA Group. Maintenant, pour la personne qui a posé la question, Youssouf Kader, Silla, donc, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement essayer d'entrer en contact avec un agent de VCA Group. Donc, c'est assez simple. Il faudrait simplement essayer de contacter le numéro qui vous a envoyé le message de rappel d'entretien. Donc, on pourra vous assister. Mais également, avant la fin du meeting, on va introduire également les numéros. Voilà, parce que si on l'introduit maintenant, il y aura d'autres messages et ça risque voilà, de mettre le message au second plan, le numéro au second plan. Donc, on va vous mettre les contacts de VCA Group. Mais dans un premier temps, je pense que vous avez reçu un message de rappel d'entretien, c'est-à-dire vous rappeler le webinaire. Vous pouvez entrer en contact avec cette personne-là pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, vous assister. Il y a une autre personne qui demande, ma question, est-ce qu'on peut faire deux demandes d'admission pour deux universités différentes? Oui, effectivement, c'est possible. Donc, si vous avez donc une demande dans une université que vous voulez maximiser vos chances donc, au niveau d'une autre université, c'est également une possibilité. Donc, pour les étudiants qui veulent faire ça, c'est également une possibilité. Mais faudrait comprendre que lorsque vous faites ça également, ça va impliquer donc une démarche différente de celle que vous aviez déjà entamée. Donc, voilà, mais c'est tout à fait une possibilité. C'est de descendre. Ça prend combien de temps pour obtenir un visa d'études au Canada? Bon, le temps de traitement en ce qui concerne le visa, ce qu'on peut vous donner, c'est juste donc les temps donc, qui sont donnés approximativement par les services d'immigration. Mais après, ça dépend aussi de quel. Vous dites le Canada, OK? Donc, pour le Canada, je vais vous donner vraiment le minimum. Donc, ça peut bien aller au-delà de ça. Mais lorsqu'on se connecte au niveau du service d'immigration, c'est-à-dire au niveau du site de l'ambassade, du Canada. Si vous allez au Québec, par exemple, vous devez d'abord obtenir un CAQ. Donc, CAQ, c'est ce qu'on appelle certificat d'acceptation au Québec. Donc, c'est ce qui vous permettra de pouvoir faire la demande de permis d'études. La durée, donc, minimum pour avoir une réponse en ce qui concerne le CAQ. Donc, j'insiste beaucoup, j'ai dit minimum parce que ça peut aller bien au-delà de ça. Ça dépend donc des périodes, donc des traitements, des demandes qui sont au niveau du service d'immigration. Mais le minimum, en tout cas, c'est un mois. Donc, minimum pour avoir un CAQ, c'est un mois. Et également, le permis d'études aussi, le minimum, c'est un mois. Donc, mais ça peut aller
bien au-delà de cela. Voilà, ça va aussi dépendre de votre rentrée de classe. Si votre rentrée donc n'est pas en urgence, évidemment, le traitement ne va pas aussi aller très vite parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas une priorité au niveau donc des dossiers que l'ambassade traite au niveau donc de sa base de données. Voilà. Excusez, oui, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, je disais que le CAQ, c'est si vous allez donc au Québec. Voilà. Si vous allez au Québec, vous allez avoir besoin d'un CAQ. Donc, mais hors Québec, vous n'avez pas besoin de CAQ, vous avez juste besoin du permis d'études. Voilà. Donc, le CAQ, c'est ceux qui veulent aller au Québec. Donc, il faudrait d'abord avoir ce qu'on appelle le certificat d'acceptation au Québec. Et après, ça vous permettra de faire la demande de permis d'études. Mais si c'est hors Québec, notamment le New Brunswick ou bien les autres États donc anglophones, vous pouvez simplement commencer la demande de visa à partir donc du permis d'études. Voilà. Dans le cas où on finit les études, est-ce possible de s'inscrire donc en tant qu'étudiant? Bon, j'ai pas très bien compris votre question. Peut-on faire Oui, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Excusez-moi. Amidou? Amidou? Oui, je vous écoute. Oui, pour la personne en fait qui demandait si on peut s'inscrire si on a déjà fini des études, je pense que peut-être c'est un ex-étudiant qui a peut-être déjà terminé son cycle universitaire et qui demande si s'il a fini, il peut quand même faire une autre inscription en fait. D'accord. Si c'est dans ce sens-là, effectivement, c'est une possibilité. Donc, on va devoir avoir vos informations personnelles, donc avoir votre profil afin de l'étudier pour voir donc quel type de formation on peut vous proposer. Voilà, au niveau donc des partenaires que nous avons. Donc, j'essaie de chercher les questions auxquelles on n'a pas déjà répondu. Donc, la procédure peut durer combien de temps? Donc, sans compter, bon, minimum, généralement, au niveau, donc, bon, ça, c'est peut-être la procédure de manière générale. Donc, on va dire, disons, 3 mois minimum, donc, en termes, donc, de traitement de procédure. Après, au niveau de VCA Group, tout peut être prêt, mais pour finaliser une procédure, il faudra attendre la réponse du service d'immigration, c'est-à-dire de l'ambassade, pour pouvoir, donc, clôturer le dossier, espérer que le candidat ait son visa et qu'il se rende donc dans le pays choisi. Donc, vous voyez aussi que c'est comme je le signalais tout à l'heure, on n'a pas la même mise sur tout ce qui est durée parce qu'il y a des, il y a des, comment on appelle, il y a des délais qui ne dépendent pas de VCA Group, mais dépendent peut-être des universités parce que les universités ont un temps de traitement en ce qui concerne les dossiers, mais ils ont les services d'immigration, c'est-à-dire les ambassades, ont également un temps de traitement en ce qui concerne les dossiers de ceux qui sont, voilà, ceux qui veulent faire la demande de visa. Voilà, donc en fonction de ça, la procédure a un temps bien déterminé. Est-ce possible de faire une autre formation? Moi, j'ai le master en droit public, mais je voudrais faire un autre master administration des affaires ou droit des affaires. Oui, en ce qui concerne l'administration des affaires, oui, c'est une possibilité de faire administration des affaires, voilà, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en France. Maintenant, en ce qui concerne le droit public, voilà, généralement, les formations de droit sont un peu difficiles d'accès dans ces pays-là, étant donné que voilà, le droit, c'est en fonction donc du pays dans lequel vous êtes, étant donné que vous étudiez des lois. Donc, les lois doivent être donc voilà, doivent correspondre au pays dans lequel vous êtes. Donc, et puis déjà, on ne l'a pas peut-être encore signalé, mais lorsque vous allez dans ces pays-là, il faudrait voilà, montrer que vous avez l'envie donc de revenir dans votre pays après vos études. C'est-à-dire vous n'y allez pas pour vous y installer, vous y allez pour acquérir des connaissances et revenir dans votre pays. Donc, lorsque vous faites des formations qui laissent penser que voilà, vous allez peut-être vous installer là-bas pour toujours, donc ça risque de réduire vos chances de visa. Mais en ce qui concerne en tout cas le droit public, ce qu'on a déjà eu comme cas ici et acceptation au niveau des universités, c'est peut-être au niveau donc des relations internationales. Maintenant, généralement, ce qu'on appelle droit des affaires, c'est plus du droit privé, et l'équivalent, c'est ce qu'on appelle administration des affaires. Et effectivement, c'est une possibilité de pouvoir vous assister pour cette formation.
voilà, votre numéro WhatsApp. Donc, je ne sais pas si vous avez de quoi noter actuellement avant que je ne puisse l'introduire dans le chat parce que voilà, je crains de l'insérer et qu'après il y ait des questions, ça risque de faire disparaître le message. Mais si vous avez de quoi noter actuellement, peut-être il faudra essayer de noter. Donc, vous pouvez contacter le plus 221, mais de toute façon, on va revenir sur ça. Vous pouvez contacter le plus 221, donc plus 221 76 335 03 97. Donc, plus 221 76 335 03 97. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va remettre les numéros. Mais aussi, si vous êtes quelqu'un qui avait reçu donc, un message de rappel d'entretien via WhatsApp, vous pouvez simplement entrer en contact avec cette personne-là. Donc, chaque agent de VCA Group, excusez-moi, vous a envoyé un message de rappel ce matin pour vous rappeler le webinaire. Si vous voulez entrer en contact avec VCA, vous pouvez simplement joindre ce numéro. OK, OK, d'accord. OK, donc il y a quelqu'un qui s'est plaint donc, du fait que nous ne répondions pas aux questions. Le problème, c'est que c'est, on va dire quoi, que on ne peut pas à chaque fois répondre à des questions, voilà, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Donc, il va falloir consacrer un temps à la réunion où on va répondre aux questions. Donc, je comprends parfaitement que vous ayez besoin d'une réponse, mais le problème, c'est que si on se met à répondre à une question, donc à chaque fois qu'elle est posée, donc on ne va pas pouvoir avancer également au niveau donc, de la présentation. Et le but de la présentation n'est pas de vous maintenir pendant 3 heures ou 4 heures, non. Étant donné que vous avez voilà, des choses également à faire, vous avez pris le temps de participer. On aimerait également vous donner les informations dans les plus brefs délais. Voilà. Excusez-nous donc d'avoir répondu tardivement à votre question. Voilà, nous espérons que, voilà, que vous avez pu poser la question. Bon, peut-être je vais répondre à 5 questions. Après, je vais vous laisser continuer la présentation avant de revenir encore sur l'aspect des questions. Donc, j'ai la licence en comptabilité, audit, contrôle et gestion. J'aimerais continuer mon master à l'extérieur. Oui, c'est possible déjà. Félicitations pour votre licence. Maintenant, si vous voulez poursuivre, c'est-à-dire le master dans un autre pays à l'étranger, c'est une possibilité aussi. Donc, ce qu'il va falloir simplement faire, c'est essayer d'entrer en contact avec VCA Group, Monsieur Théophile Bessou. Entrer en contact avec VCA Group, on pourra vous assister. En ce qui concerne donc les documents à fournir, on aura besoin de vos documents de licence, donc les semestres de licence, également les attestations de réussite donc en classe de licence. Maintenant, pour les autres modalités en ce qui concerne votre formation, on pourra vous donner les informations de manière un peu plus précise si on a la possibilité d'entrer en contact avec vous. Voilà, pour tous ceux qui ont la licence et qui veulent faire des masters, c'est une possibilité. Simplement entrer en contact avec nous pour qu'on puisse avoir des informations sur vous, donc de manière personnelle, pour pouvoir vous assister. Voilà. J'essaie de voir s'il y a 2 questions qui diffèrent un peu de ce auquel j'ai déjà répondu. Il y a quelqu'un qui demande en fait si est-ce qu'avec le niveau baccalauréat Sénégal, on peut faire une admission au Canada? Si oui, pour quel niveau? Et enfin bon, il a posé 3 questions. Un étudiant en L1, en licence 1 ou licence 3 peut-il faire une admission pour un premier cycle? C'est le premier diplôme qui est, c'est le premier diplôme qui est demandé. Donc, si vous voulez faire des études à l'étranger, c'est-à-dire baccalauréat ou son équivalent. Donc, si vous avez le baccalauréat, effectivement, donc les portes donc, des études à l'étranger vous sont ouvertes. Maintenant, ceux qui sont déjà en licence 1 ou en licence 2, qui veulent reprendre au premier niveau, peut-être parce que voilà, ils aimeraient donc faire une nouvelle formation, c'est également une possibilité donc, de pouvoir vous assister. Voilà, Miss Elisa, allez-y. Bon, il y a une dernière question ici. Il dit, je suis étudiant en électromécanique de deuxième année et j'ai 32 ans. Est-ce que c'est possible d'avoir une admission dans un collège? Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité d'avoir des admissions. Maintenant, après, pour les cas un peu, comment on appelle, pour les cas personnels, c'est-à-dire les profils diffèrent en fait. Il va falloir donc que vous puissiez peut-être entrer en contact avec nous pour qu'on puisse voir donc quelle école on peut voir. Donc, est-ce qu'on a à notre disposition? C'est bon?
Maintenant, par rapport à ceux qui ont évoqué le cas du baccalauréat, donc ce que j'ai oublié de signaler, c'est que le baccalauréat, c'est le diplôme minimum qui vous permet d'avoir donc, c'est-à-dire l'accès aux universités étrangères, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de baccalauréat également, vous ne pouvez pas faire des démarches. Parce que si vous avez si vous n'avez pas encore le baccalauréat, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc une procédure sous réserve donc de l'obtention de votre baccalauréat. Donc c'est une procédure qui n'exclut personne. Mais toujours est-il que ce que j'ai voulu préciser, voilà, c'est simplement que le baccalauréat sera le diplôme qui va vous permettre donc de pouvoir finaliser votre admission en première année, donc si vous êtes un nouvel étudiant. Voilà, mais avant le baccalauréat, vous pouvez effectivement faire les démarches, voilà, histoire de gagner en temps, passer les premières étapes de la procédure. Et simplement, nous, à notre niveau, on va vous accompagner, voilà, pour que vous puissiez passer sereinement le baccalauréat et puis compléter la documentation qui sera demandée par les universités et vous aider donc à intégrer le pays que vous avez choisi en première année. Voilà, Miss Elisa, vous pouvez passer au slide suivant. D'accord, super. Alors, il y a également l'aspect bâtir un réseau solide, cultiver des relations solides avec les camarades de classe. Donc voilà, comme on disait, ça rentre dans le cadre de la sociabilité, vraiment savoir s'ouvrir et savoir, comment dire, s'imprégner d'un nouvel environnement, parce que c'est pas facile et c'est de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes que vous rencontrez pour la première fois. Donc voilà, il faut savoir, il faut pouvoir dans la classe au moins avoir, on va dire, de bonnes connaissances, on va dire voilà, des camarades de classe, des amis qui pourront vous aider dans votre cursus académique s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas forcément à vous faire avec le règlement, bon, je vais pas dire le règlement intérieur, mais voilà, si peut-être les attitudes que vous avez n'arrivent pas trop à coller avec ce que l'école exige, voilà, ils pourront vous donner des conseils, voilà, un peu comment gérer l'attitude de tel prof, voilà, donc tout ça, ça passe en fait par le fait de cultiver des relations solides avec les camarades de classe. Également, vous savez établir des liens avec les professeurs permet d'obtenir un soutien académique supplémentaire. Donc, ça rejoint également l'aspect dont je parlais. Si vous êtes déjà respectueux, si vous êtes quelqu'un qui participe très souvent au cours, si vous êtes quelqu'un qui participe très souvent à la vue du campus, voilà, vous faites remarquer parce que c'est des actes forcément que on remarque. Donc, un professeur, en tout cas, pourrait forcément vous aider, c'est-à-dire si vous avez des lacunes dans certaines matières. Si lui ne peut pas vous aider, c'est-à-dire vous donner peut-être des cours de renforcement ou voilà des cours supplémentaires qui pourraient vous venir en aide, il vous mettra forcément en contact avec son collègue ou voilà quelqu'un qui connaît, un proche qui pourrait lui de son côté voilà vous aider concernant vos lacunes. Également, vous avez les relations avec les professionnels du secteur offrent des perspectives réelles sur les opportunités de carrière. Ça rejoint aussi toujours, c'est un bon comportement, on va dire une bonne attitude. Voilà, c'est vraiment le bâtissage d'un réseau solide. Ça vous aide aussi parce que vous pouvez avoir certains de vos professeurs qui sont peut-être directeurs en quelque chose, ou bien chefs en quelque chose, ou bien juste voilà, qui travaillent dans tel domaine ou dans telle entreprise. Donc déjà, vous faire remarquer par votre bonne attitude, par votre bon comportement, surtout dans l'aspect académique, voilà, ça pourrait vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que quelqu'un qui se comporte bien, voilà, vous avez de bonnes notes et vous faites vraiment profil bas et bonne figure. Si, par exemple, un de vos professeurs qui est directeur ou bien qui travaille dans une agence, voilà, on va dire reconnue, s'il y a, par exemple, une opportunité de stage, bien, voilà, l'opportunité de pouvoir débuter une carrière dans quelque chose, vous serez très certainement le premier qui recommandera parce que vous aurez eu déjà les atouts nécessaires pour pouvoir, voilà, faire voir une bonne image de vous. Donc, tout ça, ça vous aide, c'est juste des opportunités de carrière, ça vous ouvre sur le monde professionnel, ça vous permet, voilà, de pouvoir déjà avoir une idée de ce qui vous attend dans le futur. Donc, en fait, en conclusion, c'est un réseau solide qui contribue à l'enrichissement personnel, à la croissance académique et à l'ouverture de portes pour des opportunités futures. Voilà, donc, si vous avez déjà un bon entourage d'amis, des connaissances solides, si vous êtes bien vu des professeurs et du personnel de l'université,
Voilà, tout ça, en fait, ça vous aide académiquement parlant, ça vous aide également professionnellement parlant parce que les opportunités, il y en aura. Et voilà, vous pourrez peut-être même, voilà, à la suite des choses, si vous vous comportez bien, vous pourrez être exempté peut-être d'une partie des frais de scolarité, ou bien pouvoir bénéficier de bourses partielles, ou bien voire même de bourses totales. Tout va dépendre, en fait, des résultats académiques, du comportement que vous adoptez là-bas, parce que voilà, ils sont vraiment très à même de pouvoir vous offrir certains avantages comme cela. Donc, tout va dépendre, tout va se jouer de votre côté à vraiment, comment dire, bâtir un réseau solide. Effectivement. Donc, c'est comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, juste pour voilà, rebondir. Même en dehors donc de ces pays, même en dehors donc de ces pays-là, à l'étranger où on va faire les études, même dans nos relations quotidiennes dans les pays dans lesquels nous sommes respectivement, il va de soi que tout ça, ça rentre dans les relations humaines. Donc, il est important de pouvoir voilà, garder voilà, de bonnes relations avec tout le monde. Donc, comme on dit souvent chez nous, donc on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est-à-dire, vous ne savez pas qui est-ce que vous allez croiser demain, etc. Donc, ça fait que si vous entretenez de bonnes relations, même avec des camarades de classe, voilà, vous pouvez voilà, facilement avoir des facilitations dans certains domaines de la vie. Donc, en ce qui concerne les camarades de classe, donc vous ou bien d'autres camarades de classe, vous êtes appelés à réussir. Donc, voilà, vous êtes appelés à devenir une grande personne demain. Donc, si vous bâtissez voilà, ce genre de relations-là, de relations solides entre vous, donc évidemment, s'il y a besoin d'apporter un coup de main à un camarade voilà, qui est en difficulté, etc., donc ça va faciliter les choses. Mais supposons que le camarade se rappelle de vous comme étant un camarade à l'université qui se comportait mal, voilà, etc., etc. Et ça vous ferme beaucoup de portes. Donc, raison pour laquelle il faut garder de bonnes relations, bâtir un réseau solide, mais aussi en même temps, ça c'est peut-être dans le futur, mais euh, dans le présent, c'est au niveau donc, de l'établissement. Donc, comme Miss Elisa l'a évoqué, donc vous n'êtes pas appelé à être performant sur toutes les matières. Donc, il y a forcément des matières où vous aurez des lacunes. Donc, voilà, il peut arriver aussi que vous soyez un élève XXL, c'est-à-dire vous êtes performant sur tous les domaines, mais également vous pouvez avoir des difficultés dans certaines matières. Mais certains camarades de classe ont la possibilité d'avoir une maîtrise dans cette matière-là. Voilà, vous avez besoin de vous rapprocher de ces camarades-là pour demander de l'aide, mais peut-être vous êtes connu comme étant quelqu'un voilà, d'insociable, etc. Ça peut être très difficile, ce qui fait que vous allez accumuler les lacunes et ça va être très mauvais. Donc, voilà, même si après aussi, enfin, on encourage aussi, donc, c'est-à-dire l'autodéveloppement également, vous avez des lacunes, il faudrait travailler sur vos lacunes et tout, mais il va de soi que entretenir de bonnes relations, avoir, euh, voilà, avoir envie donc que quelqu'un puisse nous aider, cela ne montre pas forcément nos faiblesses, quoi. C'est simplement le fait d'être sociable. Maintenant aussi, les relations professionnelles aussi, c'est la même chose. Donc, comme Miss Elisa l'a dit tout à l'heure, donc un bon étudiant, c'est un étudiant qu'on recommande. Donc, on peut avoir besoin d'un étudiant X dans un stage, etc. Mais vous êtes connu comme étant un élève très dynamique, un élève qui participe beaucoup au cours, etc. Et voilà, vous avez des participations et voilà, ça peut vous aider donc à ouvrir donc des portes dans le domaine professionnel. Donc, en gros, il est important de bâtir donc des réseaux très solides. Et voilà, donc peut-être le conseil que je vous donne et le conseil que je me donne à moi-même, c'est de ne pas seulement se limiter donc au niveau donc même des études, même au-delà des études également, bâtir donc des réseaux solides, etc. Voilà, ne feront que participer à votre développement, votre bon développement. Voilà, Miss Elisa, peut-être passer au second slide. Mhm. Voilà, donc vous avez également l'aspect utiliser les ressources universitaires, toujours dans le statut, avec votre statut d'étudiant. Donc, vous avez le premier aspect, c'est les services de soutien académique.
Donc voilà, ça concerne en fait tout ce qui s'agit de tout ce qui touche à la documentation. C'est-à-dire que lorsque voilà, vous avez des recherches à faire ou bien voilà, vous avez juste envie d'approfondir vos connaissances, vous aurez accès bien évidemment peut-être à la bibliothèque et à tout type de documentation en fait qui pourrait vous servir. Également, ça passe aussi peut-être par les professeurs qui pourraient peut-être vous faire des cours de renforcement ou bien voilà des groupes scolaires où vous pourrez comment dire que vous pourrez intégrer pour renforcer vos compétences en telle ou telle matière. Voilà, ça touche énormément beaucoup d'aspects en fait sur le plan soutien académique. Donc l'essentiel vraiment c'est de pouvoir mettre toutes les choses de votre côté en ayant le comportement dont on parlait, pouvoir déjà avoir accès à ces ressources-là. Également, les séances de tutorat. Voilà, ça touche aussi tout ce qui est peut-être faire partie de clubs, avoir des cours de renforcement avec des professeurs. Voilà, peut-être même avoir certains élèves ou bien voilà, les personnes qui sont extrêmement bien dans les matières, pouvoir venir vous aider en ce qui concerne tel ou tel aspect ou telle matière où vous n'êtes pas forcément excellent. Donc, tout ça, c'est des ressources qui pourraient vous être offertes si vraiment vous avez ce comportement conforme là dont on vous parle. Et vous avez également le soutien psychologique. Donc, vous savez, généralement là-bas, dans toutes les universités, quasiment, vous avez des assistants sociaux dans toutes les écoles, voilà, avec qui vous pouvez discuter, vous pouvez échanger. On va dire c'est des sortes de psychologues parce que voilà, là-bas, c'est quelque chose de très fréquent pouvoir parler à quelqu'un lorsque forcément vous ne vous sentez pas bien parce que c'est un tout autre environnement. Vous êtes novice et vous n'avez pas votre famille à vos côtés, vous n'avez pas vos proches, donc c'est très difficile. Quand on pense que voilà, vous devez accumuler boulot, études et votre vie personnelle et vous êtes seul, surtout c'est ça en fait d'où l'importance de pouvoir vraiment s'intégrer socialement parce que si vous allez dans un pays et que voilà, vous n'avez pas forcément de connaissances, il n'y a personne pour vous aider, pour vous parler quand vous n'allez pas bien, très facilement vous sombrez dans la dépression. Et ça va se sentir sur votre note académique parce que vous serez pas bien mentalement. Et quand vous n'êtes pas bien mentalement, bah, le cerveau ne réfléchit plus. Donc, toutes vos notes risquent vraiment d'être lamentables. Et voilà, ça pourrait être très mauvais pour vous. Ça pourrait vous poser un inconvénient. Donc, c'est ça, en fait, l'importance d'avoir ce soutien psychologique-là dans les écoles, avoir cette ou ces personnes à qui vous pourrez vous confier, voilà, qui pourraient également potentiellement vous venir en aide pour ne pas que vous soyez, voilà, trop dans votre bulle et voilà, essayez vraiment de vous intégrer au maximum. Voilà, en gros, ça revient à tout ce qu'on avait évoqué précédemment, peut-être on avait déjà même anticipé. Voilà, tout ça, ça rentre dans le cadre, donc, c'est-à-dire, tout ça, ça va vous aider vraiment à être, voilà, conforme aux règles, etc., et de ne pas mettre en danger votre statut d'étudiant. Parce que, voilà, vous pouvez être amené à être, chacun n'a pas la même manière de gérer le stress, donc vous pouvez gérer votre stress donc, comme il se doit, sans pour autant avoir des soucis, mais une autre personne également peut avoir une gestion du stress qui n'est pas forcément la bonne gestion, voilà, peut-être faire des choses, voilà, qu'il ne devrait pas faire, etc., et qui pourraient mettre, voilà, en péril, donc, ou bien en danger son statut d'étudiant international. Voilà, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante et on va simplement après répondre aux questions. Alors, surmonter les obstacles, c'est la gestion du stress. La gestion du stress est essentielle pour maintenir l'équilibre. Voilà, donc si vous êtes quelqu'un qui panique vite, la plupart du temps, vous êtes extrêmement débordé, vous savez trop comment gérer vos émotions et tout, ça, vraiment, ça risque d'être un point qui sera désavantageux pour vous. Parce que voilà, vous ne pourrez pas vraiment vous concentrer en fait. Donc, il faut pouvoir, comment dire, surmonter cet obstacle-là en gérant votre stress, en gérant votre stress de manière efficace. Voilà, donc si vous avez besoin de parler, si vous ne pouvez pas forcément vous confier à vos camarades de classe ou à des personnes dont vous ferez la rencontre à eux sur place, confiez-vous au moins aux assistants sociaux que vous pourrez rencontrer dans les universités ou voilà, en tout cas, chercher le moyen de vous apaiser mentalement, de
voilà, de pouvoir faire en fait la part des choses entre l'école, le boulot, votre vie personnelle et voilà tout ce que ça implique pour que vous puissiez être à votre maximum, en fait, avoir toute l'énergie dont vous avez besoin pour pratiquer chaque activité dans chacun des domaines de votre vie. Donc, c'est très important. Et voilà, la recherche aussi de soutien académique et émotionnel, ça rejoint aussi cet aspect-là. Si ce n'est pas à l'école, c'est peut-être, enfin, si ce n'est pas dans l'université, c'est peut-être ailleurs, peut-être voir, je ne sais pas, pas forcément des psychologues, mais au moins des personnes qui sont bien dans ce domaine-là, qui agissent dans ce domaine-là, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous aider à aller mieux lorsque vous faites face à certaines situations d'anxiété, de stress, de colère, voilà, vous êtes submergé par les émotions. Ça arrive, c'est normal, c'est une première fois pour vous. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut facilement arriver. Donc, il faut pouvoir savoir comment gérer tout ça sans pour autant, voilà, sombrer dans la dépression parce que c'est quelque chose vraiment de très réel auquel la plupart des personnes quand même ont eu à faire face, quoi. Désolé, surtout quand vous ne savez pas gérer votre stress et tout. Effectivement, également, en dehors donc de tout ce qui est stress, donc qui est un élément aussi qu'il faudrait vraiment prendre au sérieux, parce que voilà, on a peut-être parfois l'habitude de, voilà, on va dire quoi, de banaliser tout ce qui est stress, mais c'est vraiment quelque chose de, voilà, de grand, donc si vous le gérez mal. Mais bon, au-delà même de ça aussi, pour maintenir votre statut d'étudiant international aussi, en dehors de tout ce qui est régularité au niveau des universités, etc., c'est très important de signaler aux étudiants que si vous avez des questions et que si vous êtes déjà au Canada ou aux États-Unis, peu importe, à l'étranger, si vous avez des questions en ce qui concerne votre statut d'étudiant international, c'est-à-dire j'ai mon permis d'études ou bien j'ai mon visa qui expire normalement dans 2 semaines, j'ai un ami qui m'a dit ça et qu'il faut faire ça, 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 ce ne sont pas les bons réflexes à avoir. Donc, si vous allez dans ce type de pays et que vous avez des questions en ce qui concerne votre immigration, il faudrait directement vous adresser au service d'immigration. Donc, ce sont les gens les plus habilités à vous donner les informations les plus correctes. Ça veut dire que si vous vous fiez simplement aux informations qui sont données par un ami qui a eu, bon, soi-disant, le même problème, etc., les cas sont différents. Peut-être qu'à son niveau, ça a marché, mais pour vous, ça risque de vous poser des problèmes. Et lorsqu'on constate, par exemple, que vous avez des fraudes, par exemple, au niveau des documents d'immigration et tout ce qui va avec, vous pouvez être interdit donc de territoire. Par exemple, lorsque vous avez des documents frauduleux, etc., ou bien vous êtes passé par des méthodes obscures, c'est-à-dire des méthodes étranges, on peut vous interdire d'entrer au Canada pour 5 ans, ou bien voilà, interdit d'entrer aux États-Unis pour 5 ans, en France, etc. Donc, vraiment insister sur ce point-là, que si vous avez des questions en ce qui concerne votre immigration, votre statut d'étudiant, il faudrait se renseigner au niveau du service d'immigration pour savoir la démarche à tenir pour pouvoir donc renouveler votre visa si votre visa est en train d'expirer. Donc vraiment à ce niveau-là, vous n'aurez aucun risque à prendre. Maintenant aussi, si vous savez aussi que votre permis d'études ou votre visa expire dans tel X temps, c'est-à-dire dans 2 semaines, un mois, il faudrait vous aussi à votre niveau avec la responsabilité que vous avez. Donc, vous êtes garant de vous-même. Pour ceux qui n'ont pas de famille, vous êtes garant de vous-même. Donc, c'est à vous donc d'avoir la maturité nécessaire, la responsabilité nécessaire pour vous dire que voilà, mon permis d'études, en ce qui concerne le Canada, c'est comme ça qu'on l'appelle le permis d'études, expire dans un mois. Donc, j'aimerais renouveler le permis d'études. Donc, je dois m'y mettre le plus rapidement possible, prendre les renseignements, faire les démarches et ne pas attendre d'être à 2 semaines ou une semaine voilà, de l'expiration pour pouvoir commencer à faire les recherches et tout ça. Ça risque de vous mettre simplement dans des situations de stress qui ne vont pas favoriser, voilà, le bon déroulement des procédures de renouvellement de permis d'études. Voilà, donc ce sont en gros, ce sont vraiment des aspects sur lesquels j'ai aimé donc rebondir pour que voilà, vous puissiez donc avoir un aperçu. Peut-être on va passer au dernier slide qui est donc le récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Après, on va essayer de répondre à quelques questions. Donc, excusez-nous vraiment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que vraiment, ce serait un peu difficile. Mais voilà, on va faire de notre mieux. Mais si vous avez des questions vraiment que vous aimeriez
entrer en contact, si vous pouvez entrer en contact avec nous, nous soumettre vos questions. Là, vraiment, on aura le temps de vous prendre donc en aparté et répondre à votre cas. Et même si votre cas il est personnel, on pourra vous assister. Voilà, donc on va redonner le numéro tout à l'heure. Donc, Elisa, rapidement le récapitulatif et on va pouvoir avancer. Vous avez l'engagement actif dans les cours, les travaux de groupe et les activités sur le campus, enrichit l'expérience estudiantine et favorise une meilleure compréhension. Donc voilà, comme on disait, pouvoir avoir ce cercle d'amis, ce groupe d'amis avec qui vous allez travailler, vous allez partager les connaissances qui pourront vous soutenir si vous avez des lacunes. Tout ça, c'est très bien, ça vous aidera dans votre vie estudiantine et ça vous permettra de faciliter le cursus scolaire académique. Bâtir un réseau solide et utiliser les services de soutien académique et professionnel sont des atouts précieux pour la croissance personnelle et professionnelle. Ça rejoint également, donc, si vous avez l'opportunité de montrer vos compétences, de montrer votre bon comportement, de montrer que voilà, vous êtes un élève modèle, responsable, à qui on pourrait faire confiance dans une situation professionnelle, c'est vraiment le moment ou jamais. Parce que, comme Monsieur Aminu l'a dit, vous ne savez pas qui est qui. Il y a peut-être à travers vos professeurs des directeurs d'entreprise ou bien à travers juste le personnel, des personnes très importantes haut placées dans les entreprises. Donc, si vous, déjà vous arrivez à avoir un réseau solide, de bonnes relations professionnelles et respectueuses et même peut-être même amicales avec ces personnes-là, n'hésitez pas. Voilà, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. L'autodéveloppement, les stages et les expériences professionnelles contribuent à élargir les horizons, à se préparer pour le monde professionnel. Donc voilà, il faut savoir être dégourdi, il faut savoir se battre pour ce que vous voulez. Si vous avez l'opportunité, cherchez des stages, cherchez des jobs étudiants, faites des petites activités, même si c'est pas forcément quelque chose avec lesquels vous allez vous déplacer, mais que ce soit de l'entrepreneuriat, votre propre business, voilà, tout ce qui, en tout cas, pourrait vous aider à élargir vos horizons et à vous préparer dans le monde professionnel, à vous insérer bien de manière cohérente et facile. Faites-le. Faire face aux défis académiques et personnels demande de la résilience, de la flexibilité et une recherche proactive de solutions. Alors, à l'étranger, très facilement, vous pouvez être surmené, débordé par, il y aura énormément d'imprévus, il y aura forcément énormément de choses qui ne se passeront pas comme vous le voudrez. Il y a toujours des imprévus, que ce soit dans la vie académique et personnelle. Mais voilà, comme je dis, il faut être dégourdi, avoir de la résilience, être très flexible et être en recherche permanente des contenus de solutions quoi, pour améliorer votre mode de vie, votre rythme de vie. Et enfin, voilà, embrasser toutes ces stratégies et rester motivé vous permettront déjà d'être sur la bonne voie d'une expérience universitaire réussie et d'un avenir prometteur. Donc voilà, c'est juste en fait le résumé des différents points élaborés, que ce soit niveau engagement actif, niveau consolidation du réseau, et voilà, développement personnel et professionnel. Tout ça, en fait, c'est juste des clés pour vous mettre sur la bonne voie d'une expérience universitaire réussie et d'un avenir prometteur. Exact. Donc peut-être pour terminer sur ça, avant de passer à la phase donc, de réponse aux questions, simplement signaler que lorsqu'on a évoqué tout à l'heure que voilà, pour le boulot, etc., pour les jobs étudiants, qu'il faudrait voilà, se diriger vers l'administration. Donc, au niveau donc, des établissements, vous avez des gens qui ont comme profession donc l'assistance des étudiants. Donc, ils assistent les étudiants voilà, dans voilà, l'insertion, etc. Donc, ils pourront vous assister. Mais aussi, le point que j'ai évoqué, euh, en ce qui concerne donc, le stress, voilà, le soutien moral, etc., faudrait pas vous inquiéter. Donc, sachez que les universités ont des professionnels. Donc, dans chaque université, il y a des professionnels. Donc, on les voit déjà même, on les voit chez nous. Donc, ça ne manque pas vraiment. On a des professionnels qui sont là afin donc de pouvoir assister les étudiants donc lorsqu'ils sont en difficulté sur le plan moral. Donc vraiment, tout est mis en œuvre à ce que pour que l'étudiant voilà, soit dans les bonnes conditions et que pour qu'il puisse donc voilà, parfaitement suivre ses cours, etc. Parce que voilà, c'est le plus important après tout. Donc, si vous êtes dans les bonnes conditions, que ce soit morales ou autres, donc ça va vous aider obligatoirement donc à pouvoir performer donc en ce qui concerne vos moyennes de classe. Voilà, on va essayer de répondre à quelques questions avant de pouvoir rappeler le numéro de la présence de VCA Group
qu'il faudrait contacter. Et ensuite, donc, on pourra, un instant, c'est de reprendre. Donc, comme je l'ai dit, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, vraiment, si vous avez un cas peut-être urgent qu'on a oublié, on s'en excuse, mais vous pourrez nous joindre directement donc, sur WhatsApp pour qu'on puisse traiter de votre cas. Oui, pour ceux qui ont la licence, donc peut-être ça c'est une réponse un peu plus générale. Pour ceux qui ont la licence, effectivement, si vous voulez poursuivre donc votre formation en master, c'est possible. Donc c'est possible. Voilà, maintenant par rapport à la formation, etc., faudrait nous revoir en aparté pour qu'on puisse traiter de votre cas de manière un peu plus personnelle et vous faire part des universités donc qui sont peut-être plus appropriées pour vous ou bien voilà les universités qui correspondent à votre profil. C'est possible. Donc, pour tous ceux qui ont la licence et qui veulent faire un master, il suffira simplement de contacter VCA Group et de préparer effectivement les bulletins des années de licence, les 3 années de licence pour ceux qui ont fait 3 ans ou bien 4 années pour ceux qui ont fait 4 ans. Et voilà, et on pourra vous assister pour cela. Merci beaucoup. Nous également, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Oui, pour la médecine en France, généralement, les universités qui dispensent les cours de médecine, ce sont les universités publiques. Donc, les universités publiques, bon, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais Campus France, normalement, a fermé dans à peu près 95% des pays. Donc, si vous voulez intégrer les universités publiques, ce soit par Campus France ou par Coursup. Mais actuellement, c'est Campus France qui a fermé depuis le 15 décembre, et ce, dans à peu près 95% des pays dans lesquels voilà, ils interviennent. Donc, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais actuellement, avoir une admission pour les universités publiques en France, ça va être très difficile. Et généralement, ce sont ces universités-là qui dispensent les formations en ce qui concerne la médecine. Donc, un baccalauréat en série S2, étudiante en sciences économiques et gestion à l'UQAD. OK. Je veux continuer mes études à l'étranger. OK, c'est possible. Ouais, OK, c'est possible de vous aider. Pour comment faire, c'est assez simple. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est essayer de nous contacter. Donc, je vais essayer de voir comment mettre le numéro au niveau de la barre de discussion. Vous pourrez simplement contacter ce numéro-là et nous, à notre niveau, on pourra effectivement vous assister et vous donner les informations nécessaires. Pour ceux qui sont au niveau donc, du Sénégal, nous avons un bureau au niveau de Yoff, non loin du cimetière musulman. Voilà, c'est le seul bureau que nous avons pour le moment en Afrique parce que voilà, nous avons 2 bureaux. Le premier bureau, il est aux États-Unis, mais le bureau en tout cas qui se charge des étudiants de l'Afrique, de la sous-région et tout ça, c'est au niveau donc, du Sénégal. Ça se trouve à Yoff, non loin du cimetière musulman, au niveau de la cité Djilimbaye. Donc, les conditions requises pour faire une formation professionnelle, donc voilà, il n'y a pas de conditions particulières. Maintenant, après, ça va dépendre du cas de chaque étudiant. Le mieux serait de nous recontacter si possible pour qu'on puisse traiter de votre cas de manière globale. Oui, si vous avez déjà effectivement votre admission et le CAQ, nous pouvons également vous assister pour la procédure de permis d'études. Diallo qui pose la question. Il faudra simplement nous recontacter, nous envoyer vos documents, c'est-à-dire les lettres d'acceptation que vous avez déjà obtenues. Voilà, et le CAQ que vous avez obtenu, et nous, à notre niveau, on va vous assister et voilà, faire le nécessaire pour que vous puissiez aussi donc valider votre permis d'études et vous y rendre. Donc, quand j'ai dit faciliter, c'est vous aider dans tout ce qui est démarche, etc. Parce que comme on l'a dit, on ne peut pas vous garantir un visa. Donc, pour être honnête avec vous, on ne peut pas vous garantir un visa parce que les seuls habilités à vous donner un visa, ce sont les ambassades. Donc, aucune autre institution ne peut vous donner le visa à part les ambassades. Donc, ça veut dire que ce que vous et nous pouvons faire, c'est travailler ensemble, maximiser donc, sur le plan de la documentation, sur le plan de la préparation psychologique, pour que vous puissiez être prêt. Donc, s'il y a un entretien ou bien il y a voilà, une revue de vos dossiers, mais vous garantir un visa, ce serait vous mentir et ce n'est pas le but du webinaire parce que personne ne peut vous garantir un visa. OK. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, effectivement. Voilà, je pense que maintenant, peut-être le mot de fin en ce qui me concerne, c'est que voilà, c'est vous remercier déjà d'avoir assisté à la présentation. Et comme je l'ai dit,
On a forcément omis donc de répondre à certaines questions parce que voilà, on ne peut pas tout voir. Je le répète encore, si vous avez un cas donc voilà pour lequel vous aimeriez avoir donc une réponse le plus tôt, vous pourrez nous recontacter sur WhatsApp et on pourra vous assister. Bon, merci vraiment beaucoup pour la présence, d'avoir pris de votre temps donc pour pouvoir donc assister à ce webinaire-là. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de nous entretenir avec vous afin de partager donc ce qu'on sait donc par rapport à tout ce qui concerne donc les études à l'étranger. On espère que ces informations seront bénéfiques pour vous, donc pour la préparation donc de votre projet d'avenir. Et voilà, on espère également qu'on pourra travailler ensemble dans le but de vous aider, de vous assister pour que vous puissiez donc réaliser donc ce rêve-là qui est pour vous donc d'aller étudier à l'étranger et acquérir des connaissances et pouvoir le mettre plus tard donc au service donc de vos pays donc respectifs. C'est toujours un plaisir pour nous. Miss Elisa, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, après la présentation, vous allez noter. Maintenant, à part ça, donc Elisa, vous pouvez prendre la parole et si vous avez quelque chose à ajouter, donc on pourra fermer la présentation. D'accord, de mon côté aussi, c'est pareil. Je suis déjà très honorée et très contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et j'espère quand même avoir pu éclaircir ou bien quand même donner de nouvelles informations à ceux qui étaient déjà intéressés par les études à l'étranger. Il faut juste en fait avoir en tête que aller à l'étranger, ça demande énormément de préparation psychologique et financière. Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge à relever. Et voilà, bien évidemment, même si vous faites les préinscriptions, même si l'admission universitaire elle est garantie, ce n'est pas pour autant aussi que quand même vous aurez le visa parce que le visa, ce sont les ambassades qui délivrent ça et les ambassades, ce sont des institutions à part entière. Les ambassades ne sont en collaboration ni en partenariat avec aucune agence de préinscription. Donc, si vous décidez de partir à l'étranger et que vous passez par une agence de préinscription qui vous garantit que le visa, qui vous garantit le visa, vraiment ayez des doutes parce que ce n'est vraiment pas sécurisé, ce n'est vraiment pas fiable. Les ambassades sont des institutions à part. Les personnes qui travaillent à l'ambassade n'ont aucun contact avec les agences de préinscription. Voilà, si vous décidez de faire vos démarches, c'est surtout parce que, on va dire, vous avez la foi et voilà, vous espérez que les choses passeront bien. Donc, de mon côté, voilà, encore une fois, merci à tous. C'était un honneur de partager ce moment avec vous. Si vous avez, malheureusement, on n'a certainement pas pu répondre à toutes les questions, mais voilà, si vous avez des questions et, je sais pas, des problématiques, vous voulez nous exposer votre cas, vous avez la possibilité. Vous n'avez juste qu'à contacter les différents numéros où vous avez reçu le message de présence pour le webinaire et voilà, on se chargera de vous répondre. Donc, merci à tous. C'était un plaisir. Un instant, Miss Elisa, vous m'entendez? Oui. Ok. Euh, si vous pouvez aussi rappeler votre numéro de téléphone dans si vous avez la possibilité de noter dans le chat votre numéro de téléphone aussi. J'avais déjà laissé deux numéros dans le chat, mais je vais Ok. relaisser encore. Ok. Donc, simplement rappeler que vous pouvez nous recontacter donc à travers donc, le numéro qui Je vais vous mettre envoie. l'indicatif également pour ceux qui ne sont pas au Sénégal. C'est le plus 221. Donc, Super. Donc, un instant. Donc, voilà, les numéros sont dans le chat. Si vous voulez nous contacter, c'est ok. parfait. Super. Donc, vous l'avez bien inséré. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir assisté à notre présentation. Voilà. Merci Voilà, et Miss bonne Elisa, soirée. vous m'entendez toujours? Oui. Ok, super. D'accord, merci Monsieur Diawara d'avoir assisté à la réunion. C'était un Ok, plaisir. Donc, bonne soirée à tous et voilà. Merci. merci.